direct ce soir à 18h, donc là il est 17h57. J'étais en train de papoter avec Caroline qui va très bien. Et donc j'espère que vous avez passé une belle journée, vous aussi aujourd'hui. Moi je suis à Montpellier comme vous le savez aujourd'hui, ça a été une très belle journée, il a fait très beau. On en a bien profité sur la terrasse de ma compagne. Et donc si vous pouvez me faire un petit message, un petit mot juste pour me dire que le son est bon, que l'image est bonne, que vous m'entendez bien. Et en attendant, comme d'habitude, je vais vous rappeler certaines choses. Je vous rappelle donc du coup le film C'est quoi le bonheur pour vous, qui est toujours en accès gratuit et qui sera en accès gratuit jusqu'au 10 mai, minuit, parce que la reprise du confinement, du coup, c'est le 11 mai. Et on s'est fixé un objectif parce que là, on est à 747 000 vues pour la vidéo qui a été mise en ligne donc le 20 mars, la journée mondiale du bonheur. Et on s'est fixé un objectif. On s'est dit que si on atteignait les 1 million de vues avant le 10 mai minuit, j'ai pris la décision de laisser le film gratuitement à vie, donc toujours sur YouTube. Donc je vous encourage à diffuser le film autour de vous. J'espère qu'on va atteindre cet objectif. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez C'est quoi le bonheur pour vous et vous tomberez dessus assez facilement. Je vous rappelle aussi qu'il y a la suite du film L'école de la vie, une génération pour tout changer. Merci pour vos petits messages, je les vois passer, donc super, ça marche bien. L'école de la vie, c'est donc la suite du film C'est quoi le bonheur pour vous, qui est sorti en 2019. Tout a été mis un peu en pause, notamment la tournée avec cette période de confinement. Mais ceci dit, il continue, vous pouvez donc l'acheter en version numérique pour 9 € sur le site éducationalternative.fr. Et puis, je vous rappelle aussi une dernière chose, et pas des moindres, parce qu'on bosse dessus en ce moment. C'est le 4e congrès Innovation en éducation. Je vous rappelle, c'est le 24 et le 25 octobre à Paris. C'est une salle qui fait 1100 personnes. On ne pourra pas accueillir plus de personnes. Il y aura 26 stands. Tout tourne autour de l'éducation. Il y aura 10 conférences et 2 débats le samedi et le dimanche, dont Caroline qui participera à un débat. Je vais vous présenter du coup le livre qu'a écrit Caroline, avant qu'elle nous rejoigne, S'épanouir à l'école. Je vous avouerai que je ne l'ai pas encore lu, mais j'imagine que c'est très bien. Et je vais faire venir, du coup, d'un simple coup de baguette magique, c'est ça, Caroline, qui va arriver dans normalement 4 secondes. Et voilà. Salut Caroline. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Ouais, super, ouais. Je vais te laisser te présenter parce que j'imagine qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Et je rappelle que tu as créé la Living School, que nous, on se connaît depuis 2 ans, non, à peine? Oui. Ouais, c'est ça. Ta mère, d'ailleurs, a intervenu à nos congrès. C'est vrai. Toi, tu es intervenu au Festival pour l'école de la vie. Exactement. Et puis voilà, je te laisse te présenter. Donc moi, je suis Caroline Sost. J'ai créé il y a 13 ans une école qui s'appelle Living School, qui se trouve dans le 19e à Paris, qui est une école éco-citoyenne et qui a comme base trois éléments, on va dire le savoir-être, mais je développerai un peu plus tard, je pense, tout ça. L'éco-citoyenneté, donc le fait que les enfants puissent conduire des projets qu'on appelle des projets pour la planète. Et puis, c'est aussi une école des parents, parce que pour nous, et des adultes, puisqu'on forme aussi des professionnels de l'éducation, mais pour nous, les parents sont clés dans le processus éducatif. Et avant ça, un petit mot quand même, parce que je pense que c'est intéressant. J'ai eu un parcours dans les entreprises et j'ai eu le temps de me rendre compte pendant ces premières années de la course à la performance très court terme, quelquefois, et souvent même au détriment de la qualité des produits et des services qui étaient proposés, et même du sens. Et puis, au détriment aussi souvent de l'épanouissement des gens qui travaillaient. Et j'ai eu une grosse crise existentielle assez rapidement en me disant mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Et j'ai suivi un parcours sur le leadership éthique qui m'a amené à m'interroger sur le sens, sur ma contribution au monde. Et c'est comme ça que m'est venu ce projet dans l'éducation. Donc voilà, c'est un parcours d'abord intérieur qui fait que j'ai créé cette école. Et j'aime beaucoup l'idée aujourd'hui que je puisse dire à nos élèves régulièrement, écoutez vos rêves, faites ce qui est vraiment important pour vous, en étant un modèle de ça, puisque c'est ce que j'ai fait. Et je trouve ça super de pouvoir inspirer avec ça, puisque pour moi, c'est très important qu'ils suivent leur petite voix intérieure et qu'ils puissent faire ce qui fait sens pour eux. Oui, puis c'est cohérent. Au moins, tu incarnes ce que tu dis, quoi. Voilà.
J'essaye. Oui, c'est ça, ouais. D'ailleurs, tu pourrais peut-être nous raconter, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question à un moment donné de créer une école, peu importe les profils. Pour résumer, les profils, ça peut être des parents, ça peut être des enseignants de l'éducation nationale, ça peut être tout simplement aussi un citoyen lambda qui a envie de se lancer là-dedans. Tu peux nous expliquer un peu le parcours pour créer une école? Est-ce que c'est compliqué déjà? Alors, moi, ça fait 13 ans que j'ai fait ce parcours. Je m'apprête d'ailleurs à le refaire puisqu'on ouvre à la rentrée prochaine le collège, le niveau collège. Génial, ouais, j'ai vu. Ouais. Et c'est un parcours, je pense, qui était assez rare il y a 13 années, qui est qui a connu un engouement dernièrement. Et puis, hélas, certains décrets sont passés limitant les possibilités de création, avec notamment la demande que les personnes amenées à diriger la structure aient 5 ans d'ancienneté, d'enseignement ou de direction dans le public ou dans le privé sous contrat. Donc ça, c'est certain que ça encadre davantage la création d'écoles. Après, moi, ce que je ressens, c'est qu'au fond, quand on est vraiment profondément porté par ce projet, que c'est un projet de vie, on trouve toujours le moyen de créer. Et après, un de mes conseils, ce serait de vraiment se poser justement la question de ce projet de vie, c'est-à-dire que quelquefois, je croise des gens qui veulent le faire pour leurs enfants, et quand je leur demande, mais est-ce que c'est pour vos enfants ou est-ce que c'est vraiment parce que ça vous anime, vous, au fond? Et je pense que ça, c'est une vraie question à se poser quand on veut créer, parce que si on le fait pour ses enfants, mais qu'au fond, on n'est pas réellement animé par la flamme d'une pédagogie nouvelle, ben, ça va être plus difficile. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à cette création d'école. Mais ouais, il faut le faire parce que tu es animé en fait par ça. Exactement. Moi, je pense que c'est vraiment important que ce soit vraiment porté. Et puis oui, si deuxième point que je voulais vraiment dire, c'est, je pense avant même de se lancer, c'est important d'avoir des expériences dans le très concret. Donc moi, je conseille toujours de faire un pilote de ce qu'on veut faire, parce que c'est jamais très compliqué finalement de réunir quelques enfants et sur plusieurs jours d'essayer de pratiquer ce qu'on aimerait pouvoir apporter de différent pour voir réellement si ça fonctionne, si ça a du sens et si ça confirme ou non ce qu'on souhaite faire. Donc pour moi, c'est important de faire un pilote. C'est clair. Et donc là, tu te lances dans l'ouverture d'un collège. Oui. Génial, ça. Alors, je me lance pas personnellement toute seule, c'est-à-dire que j'ai une adjointe avec moi qui est là depuis 10 ans, donc c'est le projet de vie. Elle, sa vie, c'est les ados. Son souhait le plus profond, c'est qu'on porte un nouveau regard sur l'adolescence, qu'on ne le voit plus comme un moment de crise, mais comme un moment de transformation. Et c'est une femme très positive, très joyeuse, pleine d'élan, qui s'appelle Anne-Sophie de Oliveira, et qui, à mon avis, va nous créer quelque chose de magnifique. Et ça sera où? Ce sera juste à 2 pas. On aura un mur mitoyen avec un de nos établissements existants. Donc, ce sera notre 3e établissement et ce sera au pied du parc des Buttes-Chaumont, rue Manin, au 93 bis rue Manin, dans le 19e. Mais d'ailleurs, moi, je trouve que c'est ce qui manque, en fait, tu sais, dans ce champ des écoles nouvelles et ce qu'on appelle aussi des écoles alternatives. En fait, c'est très souvent des écoles qui vont jusqu'à la primaire et il y a très, très peu de collèges. Si je dis pas une bêtise, il y a moins de 50 collèges en France. Complètement. Ouais. C'est le niveau où je dirais le bas blesse le plus et où il faudrait innover davantage. Après, c'est probablement le niveau où c'est plus difficile d'innover parce que pour réunir une équipe, on peut pas proposer nécessairement des temps pleins. Ce sont des gens du coup qui ont des responsabilités par ailleurs. Donc, comment les impliquer? Donc, nous, on a décidé de travailler beaucoup avec tout ce qui est bivalence, donc d'avoir des enseignants qui enseignent 2 matières au moins et de pouvoir vraiment les mobiliser sur le fait justement qu'ils vont pouvoir travailler en équipe, faire en mode projet. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui ont très envie de nous rejoindre justement pour ces valeurs-là. Ah, c'est bien. Et on pose la question, est-ce que c'est reconnu par l'Éducation nationale? Alors, nous, on est agréé, on a un agrément pour ouvrir. Après, on n'est pas sous contrat avec l'Éducation nationale. Okay. Mais on a bien toutes les autorisations qu'il faut et on a quelques échanges avec l'Éducation nationale. D'accord. Il y en a une autre personne, Karen, qui nous demande si c'est une école bilingue, le collège. Oui.
Ouais. Oui, on est bilingue anglais, mais ce n'est pas le cœur de notre pédagogie. Donc, Okay. si je développe un peu maintenant le cœur de notre pédagogie, au cœur du cœur, c'est le savoir-être. C'est de se dire que pour nous, le plus important, c'est que l'enfant il soit épanoui, il soit heureux, il soit bien, et que ça, il va pouvoir le vivre s'il est mis en confiance. Et si on le regarde dans ce que nous, on appelle son plein potentiel. Ouais. Si on le voit vraiment avec ses qualités, avec ses ressources, avec ses capacités, à la fois celles qu'il exprime déjà, mais celles aussi qu'il a en potentialité et qu'il va pouvoir exprimer. Et puis, donc, on a vraiment ce regard sur ce plein potentiel, et puis on va lui apprendre aussi dans le savoir-être à s'affirmer au lieu de réagir. On différencie vraiment s'affirmer de réagir. Quand on réagit, il peut y avoir un émotionnel négatif qui va sortir, alors que s'affirmer, on peut dire non ou stop à quelque chose qui ne nous semble pas juste, mais sans être dans un émotionnel de réaction. Donc, on leur apprend la différence entre les deux, on leur apprend à gérer leurs conflits. Donc, pour nous, le savoir-être, il est clé, et la façon dont on le fait, c'est par l'exemplarité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se prétend être parfaits les uns les autres, ça veut juste dire que pour nous, il faut que nous soyons, nous les adultes, en chemin, que nous illustrions le plus possible ce que c'est qu'être épanoui, qu'être bien avec soi, avec les autres et dans le monde, et que c'est à partir de cet exemple qu'on va pouvoir vraiment apporter le meilleur aux enfants. Et donc, du coup, j'ai fait ce pari il y a 13 ans, qui était de dire, j'enverrai en formation de travail sur soi en profondeur toute mon équipe enseignante, au moins une semaine par an. Et puis, pour ceux qui veulent faire des parcours plus longs, on sera prêt à financer des parcours plus longs. Et donc, c'est ce qu'on a fait, qui était un pari un peu fou. Au début, quelquefois, les gens m'ont regardé en disant, mais attends, mais c'est pas complètement fou? Est-ce que c'est pas mélanger le perso, le pro? Est-ce que c'est pas trop demandé? Et je leur dis, écoutez, pour moi, le métier d'enseignant, il est essentiel, parce qu'on ne s'adresse pas à des produits, on ne s'adresse pas à des services, on s'adresse à des êtres humains. Et on a une responsabilité vis-à-vis de ces êtres humains qui est énorme. Parce que si on a certainement plein de qualités magnifiques à leur apporter déjà, mais on peut aussi avoir dans notre façon d'être des aspects plus négatifs qu'on va du coup reproduire sur des classes entières. Donc, quelquefois, ça peut aller dans certains établissements jusqu'à 30, même dans le secondaire, 36 élèves, et puis ceux pendant des générations entières. Donc, on a une responsabilité qui est énorme. Donc, pour moi, c'était très, très important qu'il y ait ce travail sur soi. Donc, on fait à Living School, et qui est une chance. C'est une chance énorme, parce que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens se connaissent mieux, sont plus conscients, sont donc plus heureux. Ils nous disent aussi qu'à la maison, ça simplifie tout, ça leur permet de parler plus facilement à leur conjoint, d'échanger de manière plus sereine leur point de vue, de s'affirmer avec plus de souplesse avec leur belle-mère, de mettre un stop comme il faut aux enfants dans la justesse, mais sans s'énerver. Et puis, nous, professionnellement, on voit évidemment les effets de tout ça hyper bien, puisqu'on le voit dans les classes au jour le jour. Donc, c'est du bonheur de faire... moi, je trouve que c'est une clé remarquable, en fait, de partir de notre façon d'être, en se disant notre façon d'être, elle a un impact partout dans nos savoir-faire et dans nos résultats. Mais c'est clair, mais c'est la base de tout. Exactement. Et je vais donner juste un petit exemple très actuel. Quand on a compris le 16 mars qu'on allait se retrouver confinés, on s'est dit, bon mince, il faut absolument qu'on puisse créer une continuité pédagogique. On connaissait très peu ou rien aux outils numériques, et en même pas 3-4 jours, on avait mis au point tout un tas d'outils. On avait complètement changé nos moyens de communiquer, mais on communiquait toujours la même chose, toujours l'enthousiasme, la joie, l'envie d'apprendre. Donc, nos enseignants avaient développé des petites vidéos sur YouTube, donnaient des rendez-vous pour faire des visios avec les élèves. Mais on s'est dit, finalement, le savoir-être, il est tellement au cœur, parce que apprendre un nouveau métier comme le numérique que personne ne connaissait, ça s'est fait en 2-2, parce qu'au niveau de l'élan, du cœur, l'envie d'être avec les enfants, c'était là. Et donc, ça va très vite. Donc, c'est ce qu'on dit, nous, c'est que le savoir-être, il démultiplie, il est exponentiel finalement par rapport au savoir-faire. D'où la nécessité d'accompagner les enfants le plus tôt possible à être, justement. Exactement. Et leur donner vraiment conscience que chacun fait toujours du mieux qu'il peut avec ce qu'il a, ce qu'il sait à un moment donné. Donc, on parle beaucoup du non-jugement. Ça crée aussi des climats de classe vraiment fabuleux, parce que du coup, les enfants se sentent non jugés, à l'aise pour partager leurs difficultés, y compris pour les partager en groupe. C'est-à-dire qu'on a des qualités de partage dans les classes que peu de personnes pourraient imaginer possibles à certains âges. De combien,
Comment? Vous êtes combien par classe? Ça va dépendre des classes. Cette année, on est un peu chargé dans notre plus grande classe, ils sont 26, mais généralement, chez nous, c'est autour de 23, 24 élèves. Okay. Moi, Et je donne juste un petit exemple sur le non-jugement, parce que j'avais trouvé cet exemple hyper touchant. On avait un élève qui nous avait rejoint en CE1, je crois, et nous, tous les ans, on emmène nos élèves en classe verte. Et cet élève, au moment de la répartition dans les chambres, commence à se braquer, mais sérieusement, à pas vouloir, puis à faire comprendre qu'en fait, il aimerait avoir sa chambre seule. Alors, on lui explique que c'est pas possible, que de toute façon, en classe verte, on partage nos chambres, et puis que c'est une expérience enrichissante. Mais quand même, l'enseignante se dit, il doit y avoir quelque chose là-dessous, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Et puis, elle prend à part cet élève un peu plus tard et lui dit, écoute, je suis étonnée de ton attitude, quoi. Toi qui es habituellement si ouvert aux autres, si partant, si généreux, qu'est-ce qui se passe là? Tu as l'air d'avoir un blocage. Et là, il lui explique, écoute, en fait, voilà, j'ai un problème. Ça m'arrive encore de faire pipi au lit et j'ai très peur qu'on se moque de moi. Et là, elle lui dit, ah, mais écoute, c'est super que tu aies pu me le dire, mais déjà, bonne nouvelle, tu es à Living School, et à Living School, on ne se moque pas des copains. Donc vraiment, sens-toi en sécurité. Ensuite, je suis contente que tu me l'aies partagé. Tu n'es pas du tout obligé de le partager aux autres, mais vraiment, on ne te jugera pas pour ça, donc sens-toi bien. Et en fait, de retour dans la classe en début d'après-midi, on fait régulièrement des rassemblements avec nos élèves. Il lève la main et dit, bon, voilà, les copains, je voulais vous dire, ce matin, j'étais un peu énervée, je ne voulais pas partager ma chambre. En fait, mon problème, c'est que ça m'arrive encore quelquefois de faire pipi au lit. Alors, et là, tout le monde lui dit, mais t'inquiète pas, on ne va pas te juger pour ça, ça arrive, même au meilleur. Et j'ai trouvé ça super, quoi. Donc, c'est juste pour donner un exemple du climat de non-jugement qui me paraît tellement important. Bah oui. C'est d'ailleurs, on peut se laisser imaginer, je dis bien se laisser imaginer, que c'est le cas dans de nombreuses écoles dites nouvelles ou alternatives. Que la plupart, peu importe, on va dire, le courant ou la direction dans laquelle on a envie de partir, les chemins se croisent et l'idée, c'est quand même d'accompagner l'enfant à être, quoi, en gros. Oui, c'est vrai. Après, je pense que tu peux bien le réaliser que quand chacun travaille sur soi, parce que apprendre à ne pas juger, c'est un vrai travail. Et si les adultes ne sont pas eux-mêmes exemplaires de ça, ça va pas fonctionner. Et nous, on le voit très bien puisqu'on est souvent rejoint en cours d'année par des élèves qui ont eu une scolarité ailleurs et qui arrivent avec des réflexes et des repères qui ne sont pas du tout les nôtres, qui vont se moquer, rigoler, et à qui on doit justement réapprendre complètement le non-jugement et le fait de pouvoir poser ce regard sur le plein potentiel de tout le monde. Voilà, parce qu'on y croit profondément, vraiment, que chacun a un plein potentiel. Ça laisse sous-entendre aussi que dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait comme l'équivalent d'un centre de formation en fait pour accompagner les parents aussi. Alors, c'est le cas. Donc, j'avais commencé tout juste à développer le fait qu'on avait chez nous le savoir-être, qui est vraiment le gros pilier. On a l'éco-citoyenneté, qui est le deuxième. J'en parlerai peut-être du coup après. Et puis là, tu évoquais une école pour les parents. Donc, chez nous, le troisième pilier, c'est l'école des adultes. C'est de se dire, c'est bien d'être une école pour les enfants, mais en fait, finalement, nous, les adultes, on a énormément besoin de travailler sur nous. Que ce soit les enseignants eux-mêmes, donc à la fois les nôtres en interne, mais qui font leur formation à l'extérieur, mais aussi des enseignants qu'on accueille, nous, professionnels de l'éducation, pour des formations, ou qu'on va former, parce qu'on se déplace aussi dans des établissements pour faire des formations au savoir-être et à l'éco-citoyenneté, ou même auprès de mairies pour du personnel d'animation, par exemple, centre de loisirs. Et puis, on met dans la boucle les parents. Moi, quand j'ai commencé il y a 13 ans, j'avais fait d'abord un petit peu un tour de tous les systèmes éducatifs qui existaient en France, et j'avais été assez choquée de voir que les parents, finalement, n'avaient pas trop leur place. C'est-à-dire qu'on les mettait souvent à la porte, on ne souhaitait pas trop avoir de contact avec eux, et souvent, au fond, ça venait d'une peur de la part des directions, des enseignants, peur d'une ingérence, peur de se faire un peu manger du terrain. Enfin, voilà. Et donc, nous, on a vraiment appris au fur et à mesure à travailler avec les parents, et on a proposé très vite aussi des ateliers pour eux d'aide à la parentalité, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des gros sujets d'actualité pour les parents, tels que l'autorité.
Beaucoup de parents se posent la question de l'autorité. Est-ce que beaucoup, en fait, ont vécu une forme d'autoritarisme dans leur enfance qu'ils ne veulent absolument pas reproduire et se retrouvent du coup parfois un peu débordés par leurs enfants en se disant oui, mais je veux pas être dur comme on a été dur avec moi et en ne sachant pas trop comment naviguer. Et donc nous, on les aide vraiment à développer ce qu'on appelle une autorité naturelle finalement, mais qui se développe avec le temps, avec la confiance en soi, avec le repère de ce qui est juste aussi. Et donc voilà, c'est tout un accompagnement qu'on fait avec des ateliers d'aide à la parentalité que nous animons. On est 4 formatrices dans l'équipe, mais aussi avec des formatrices extérieures. Et nous, on trouve ça vraiment formidable de faire ça. Alors, ces ateliers-là, il y a entre un atelier et une conférence, il y en a 1 à 2 par mois. Donc, il y a tout un programme à l'année. Et c'est vrai que c'est ouvert aussi aux parents extérieurs à notre école. Donc, on accueille des gens de l'extérieur ils sont très heureux du climat non jugeant qu'on partage avec tous les parents, qui fait qu'ils peuvent aussi déverser les problématiques qu'ils rencontrent sans se sentir jugés et en se sentant au contraire soutenus. Et je trouve que c'est des beaux cercles d'évolution. C'est clair. Tu voulais développer aussi la partie éco-citoyenneté? Ah oui, alors donc moi j'ai créé cette école justement parce que je sentais que le monde allait clairement dans le mur, puisque j'avais testé le côté entreprise où c'est la performance à court terme qui prime avant tout. Et je me disais, mince, si on continue comme ça et si on forme comme moi j'avais été formée, puisque j'avais fait une école de commerce, je me dis, mais on va aller droit dans le mur là, parce qu'on aura atteint les limites de la planète et ça va pas du tout. Et donc pour moi, c'était très très important qu'on remette au cœur de l'éducation le sens et donc qu'on parle vraiment de citoyenneté, qu'on parle de la planète, donc une école éco-citoyenne. Et assez rapidement, on a eu la chance de trouver notre mode opératoire par rapport à ça, grâce à un petit garçon qui s'appelle Elliot, qui est au lycée aujourd'hui. Mais il a démarré chez nous, il était en grande section. Et assez vite, en début d'année, il nous avait dit oh là là, autour d'un repas, on déjeune toujours avec les enfants. Autour d'un repas, il nous avait dit, moi, quand je serai grand, je voudrais être policier de la planète pour apporter à manger aux enfants qui ont faim. Et on lui avait dit, bah écoute, Elliot, est-ce que tu voudrais faire quelque chose maintenant? Alors déjà, il avait été très surpris qu'on lui propose d'agir maintenant, parce que lui, il pensait que c'était réservé aux grands. Et moi, je lui avais expliqué que justement, dans notre école, pour nous, c'était très important que les enfants puissent agir. Et donc, il a dit, ah oui, je voudrais. Et puis, le soir, Sophie, qui était notre enseignante francophone de la première année, avait fait des recherches sur Internet et elle avait vu qu'Action contre la faim proposait une action justement avec les classes pour pouvoir lutter contre la faim dans le monde des enfants. Et donc, on avait peint des assiettes contre la faim qu'on avait vendues autour de nous, autour de la période de Noël. Et donc, c'était assez génial de voir cette classe de maternelle qui s'évertue à peindre, on aurait dit des petits lutins, à peindre toutes ces assiettes au profit d'Action contre la faim. Et puis, quand on a fini cette opération, on avait récolté, je ne sais plus, peut-être plusieurs centaines d'euros, 400 et quelques, je crois. Et on avait reçu une lettre d'Action contre la faim hyper formelle, hyper touchante, qui disait grâce à votre action, vous avez sauvé 7 enfants pendant 1 an. Et donc, on l'a lu en rassemblement à tous les enfants. Elliot était hyper touché. Et tous les enfants ont dit alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et du coup, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de là, on a démarré nos projets pour la planète et ça ne nous a plus jamais quittés. Et donc, en plus d'être une école, on est une mini ONG qui a vraiment un impact donc à la fois sur notre environnement proche, puisqu'on intervient dans le quartier, donc que ce soit on végétalise le trottoir devant l'école, on a fait des super bacs à fleurs, un bac en permaculture, mais que ce soit aussi aider les personnes SDF du quartier, ça peut être aussi aller voir en maison de retraite les personnes leur apporter de la joie. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, c'est plus du tout possible, mais on a fait ça régulièrement. Et puis, les enfants adorent les espèces en voie de disparition, les animaux, et ils veulent absolument apporter leur pierre à l'édifice. Donc, on a sauvé énormément d'espèces, parrainé énormément d'espèces en voie de disparition, replanter des arbres, alors à la fois en vrai, ça c'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion déjà de planter des arbres. J'en ai planté un chez moi là qu'on m'a offert. Ah, c'est génial, là il est en train de pousser, j'adore. Et nous, on adore ça parce qu'on dit aux enfants, vous voyez, vous venez de planter un arbre, vous vous en souviendrez toute votre vie. Comment vous allez vous faire
comment vous allez faire pour vous en souvenir? Et donc, ils nous disent, ah bah si, je me souviendrai, parce que je me souviendrai comment on a planté, comment on a fait attention aux racines, comment… Et alors, est-ce que vous allez revenir ici? Ah oui, 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 on se souvient où c'est, on reviendra. J'aimerais bien que vous reveniez avec vos enfants plus tard, parce que vous pourrez dire, vous vous rendez compte, on a planté cette forêt, parce que c'est vrai, on plante des centaines d'arbres, donc Mais ça oui. fera des forêts. Ah ouais. Moi, je vais même donner un petit prénom. Hein. Comment… Ah, t'as donné un petit prénom à l'arbre. Oui. Ah ouais, Donc là, nous, on a planté en février dernièrement dans le bois de Vincennes avec la mairie de Paris et avec notre partenaire qui s'appelle Kinomé, qui fait un travail magnifique de reforestation. Et c'était génial, hyper inspirant. Et puis, on travaille aussi en solidarité internationale où on aide à replanter des arbres dans les pays en voie de développement. Là, en ce moment, on fait une correspondance avec le Togo, une école du Togo. Et c'est formidable, on échange sur les cultures, on s'enrichit mutuellement et c'est hyper fort. C'est hyper inspirant, hein, tout ce que tu nous dis. C'est quand je t'écoute, j'ai des questions qui me viennent à l'esprit parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. La première question, c'est, on me dit très souvent, et ce qui est quand même une réalité, enfin tu vas me le confirmer, les écoles alternatives coûtent trop cher, c'est pas accessible à tout le monde. Toi, tu es basé sur une tranche tarifaire qui est accessible à tout le monde? Non, en fait, c'est une très bonne remarque et moi, je la prends vraiment avec beaucoup d'humilité et je suis d'accord avec cette remarque. Après, alors nous, la façon dont on gère pour l'instant, parce que ça va peut-être évoluer, on a toujours accueilli des élèves boursiers, c'est-à-dire des élèves qui payent 0 frais de scolarité. Sur une scolarité qui avait démarré à l'époque à 4 500 € l'année et qui aujourd'hui est autour de 8 000 € l'année. Donc, c'est quand même des grosses scolarités, mais qui sont aussi liées au coût parisien, on va dire. Sachant, juste pour toujours remettre dans la balance et dans la vision globale ce qui est juste, le coût d'un élève dans le public, c'est plus que 8 000 € par an. Autrement dit, nous, on arrive à faire en bilingue, avec de l'éco-citoyenneté, avec du savoir-être, avec des sorties géniales, avec des enseignants qui sont pleins d'amour pour les enfants, pour moins cher que l'éducation nationale, finalement. Qu'est-ce que tu entends par le coût qui serait de 8 000 € dans l'éducation nationale, c'est-à-dire c'est ce que coûte un élève. Un élève de primaire coûte plus de 8 000 € par an dans l'éducation nationale. Mais ce qui est très dur, finalement, pour nos parents d'élèves, c'est qu'ils payent leurs impôts comme tout le monde, donc finalement, ils auraient le droit à aller à l'école publique, et ils payent aussi plein pot la nôtre. Alors, après, donc, ce qu'on fait maintenant, c'est que depuis cette année, on a beaucoup plus de bourses ouvertes, c'est-à-dire qu'on n'a pas que des bourses réservées à des familles dites démunies, en fait, puisque les 2 bourses qu'on proposait jusqu'à maintenant étaient là-dessus. On a aussi des bourses qui viennent compléter des familles dont les revenus ne seraient pas suffisants pour scolariser. Et donc, on passe par un fonds qui s'appelle le Fonds Éducation Plurielle, qui étudie les demandes des familles. Donc, ça nous permet… Aujourd'hui, on a une dizaine de familles qui sont soutenues par ce système. Alors, après, c'est pas… Pour être complètement claire, transparente, c'est clairement pas assez. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais, c'est que ce qu'on fait là puisse aller directement dans l'éducation nationale. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a tout ce pan formation adulte qui nous permet de former des établissements entiers, à la fois dans le premier degré, dans le second degré. Et c'est aussi pour ça nous, quand on forme des enseignants sur du long terme, ceux qui, par exemple, font des approfondissements après avoir fait plusieurs stages avec nous, mais ce sont des gens qui vont ensuite œuvrer dans leur classe du public avec les repères qu'on leur a donnés. Et moi, je trouve ça fabuleux de se dire qu'on a touché plusieurs milliers de personnes déjà et qui déploient aussi à leur niveau là où ils sont. Donc, voilà, on fait notre part. Moi, j'espère le faire évoluer en proposant des frais de scolarité adaptés aux revenus des familles, mais c'est pas hyper évident quand on a démarré sur un modèle comme le nôtre de switcher à ce modèle-là pour avoir une stabilité financière, sachant qu'en plus, en ce moment, avec la crise qu'on traverse, c'est pas facile. C'est évident. C'est vrai que c'est dommage parce que, tu sais, moi, j'ai cette ambition aussi de créer une école, tu sais, que j'ai appelée l'école de la vie. Et moi, j'ai réfléchi justement au modèle économique et je me suis dit, en fait, que c'était un peu comme une entreprise et qu'on pouvait essayer, a priori, de se débrouiller pour faire rentrer de l'argent un peu de partout, en fait, si tu veux. Je veux pas uniquement que les parents, mais je comprends que à partir du moment où tu t'es lancé déjà sur un modèle, c'est compliqué après de revenir en arrière et puis de changer les choses, quoi. C'est toujours possible. C'est-à-dire que nous, on a toujours évolué, on continuera d'évoluer.
Après, ce que je trouve très beau dans ce projet, c'est que nous avons toujours évolué sur plein de choses, nous continuons d'évoluer, mais il y a 3 choses qui n'ont jamais changé chez nous, c'est les 3 piliers dont j'ai parlé. Ouais, Le savoir-être, l'éco-citoyenneté, l'école pour les adultes, ça n'a jamais changé, ça bougera à mon avis pas, parce que je pense que c'était une approche qui était plutôt juste. Et donc, du coup, ça, c'est un conseil que je donnerais aussi aux gens qui souhaitent créer leur école, créer leur projet, c'est de prendre vraiment du temps sur la vision, parce que la vision, c'est clé, c'est-à-dire que c'est pas de l'air, c'est vraiment, c'est clé dans ce qui va advenir ensuite. Donc, prendre vraiment ce temps de maturer, c'est quoi la vision? Qu'est-ce que je veux faire advenir? C'est quoi mon rêve? Quand il est réalisé, à quoi il ressemble? Ça, c'est très important. D'ailleurs, pour embrayer un peu sur ce sujet, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est que, tu sais, avec le Festival pour l'école de la vie et le Congrès Innovation en éducation, je rencontre beaucoup de personnes et donc, du coup, je commence à avoir une vision, on va dire, un peu plus large et un peu plus globale, j'ai l'impression on va dire, de l'éducation, quoi, en France. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de plus en plus d'écoles alternatives qui se créent. Donc, ça répond forcément à quelque chose, à une demande. Et d'un autre côté, tu le soulignais, c'est pas la solution, en fait, de créer les écoles, quoi. Donc, je me dis, comment on peut faire, en fait, parce que ça s'intègre de plus en plus au sein de l'éducation nationale, très clairement, en fait, on va vraiment dans cette direction, mais j'ai le sentiment qu'il nous faudra encore, tu vois, comme un coup de boost, quoi, pour que ça aille un peu plus vite, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Tu te poses exactement les questions que je me pose depuis des années, c'est-à-dire comment aller plus vite, parce qu'on a besoin d'aller plus vite. On peut pas, enfin, je suis assez critique sur le système actuel, c'est-à-dire qu'il y a évidemment partout dans l'éducation nationale comme dans les établissements privés des gens qui sont pleins de cœur, pleins d'amour pour les enfants et qui ont envie de leur apporter du sens, etc. Maintenant, les programmes en eux-mêmes, ils auraient besoin d'évoluer pour intégrer davantage les enjeux de l'humanité, tout simplement, comme par exemple tout ce qui est changement climatique nécessiterait énormément de réviser les programmes. Et puis, c'est même la façon de faire éducation qui a besoin de changer complètement. Il y a une focalisation dans l'éducation nationale qui est faite totalement sur la tête, le mental, en coupant du cœur, en disant même que le cœur, il faut s'en méfier quelque part. Alors que pour moi, le cœur, il a besoin d'être totalement réhabilité. Et puis, le corps, n'en parlons pas. Le corps, c'est finalement l'esclave de tout le reste. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré tout un tas de gens qui avaient fait de très hautes études qui se décrivaient comme des cerveaux sur pattes. Hein. C'est-à-dire que le corps, il sert à transporter le cerveau d'un espace à un autre. Et c'est pas bon, c'est-à-dire que non, notre corps, on devrait le considérer comme un temple, en prendre soin, l'aimer, le chérir, savoir comment bien se nourrir, savoir comment bouger, comment respirer, parce que la respiration, c'est tellement essentiel. Mais attends, il y a 13 ans, si j'avais dit respirer dans mon projet d'école à l'éducation nationale, me faisait fermer tout de suite, parce que la respiration, et c'est fou de se dire qu'on en est là, avec à penser qu'il y a des déviances sectaires quand on parle de respirer, alors que le souffle, c'est la vie, enfin, c'est aberrant. Et puis, il y a encore une autre dimension qui a besoin d'être réhabilitée dans l'éducation nationale, c'est toute la dimension de créativité, d'intuition, d'imagination, que nous, on appelle le 4e niveau de notre potentiel. Et qui a besoin d'être extrêmement développé, puisqu'on va avoir affaire à des enjeux. Là, on le voit avec la crise qu'on traverse en ce moment. Pour moi, cette crise, c'est un entraînement à la crise bien plus majeure qui nous attend, qui est celle du changement climatique. Et donc, on a besoin de développer notre créativité. Si on ne sait pas comment répondre à des crises, si on n'a pas appris à faire fonctionner tout notre être pour apporter les meilleures réponses dans les meilleurs délais, mais on va être juste... on va disparaître, tout simplement. C'est là, enfin, j'allais dire, c'est la solution ou la clé, parce que je te dis, en fait, tout tourne ça. Tout tourne autour de ça, pardon. C'est-à-dire l'être. On parle aussi de développement personnel. Tu vois, il faut vraiment, à mon sens, que chaque personne conscientise que c'est une responsabilité citoyenne, en fait, de s'occuper de soi, quoi, tout simplement. Oui, et moi je mets toujours s'occuper de soi en ayant l'ouverture sur le monde. Ah oui. Parce que, oui, je précise juste parce que parfois j'ai pu voir des gens qui étaient vraiment dans je m'occupe de moi, je me fais du bien, mais coupé du reste de la société, du monde. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, ce que je continue d'apprécier dans la formation que j'ai reçue et qui m'a permis de réorienter toute ma, j'allais dire carrière, c'est pas du tout un mot que j'aime, mais de trouver mon projet de vie, donc le leadership éthique. Dans le leadership éthique, il y a vraiment ce souhait d'apporter le meilleur au monde. Et moi, dans toutes ces années où finalement je me suis retrouvée maintenant à accompagner beaucoup de gens aussi en formation, je n'ai jamais vu quelqu'un qui, au fond,
n'éprouve pas de la joie à être altruiste. Bah, Et bien donc, sûr, pour moi, nous sommes des êtres éminemment altruistes et qui nous retrouvons dans l'altruisme. Et donc, moi, j'aime aussi, je trouve que cette période de confinement, elle est particulière dans ce que nous vivons, mais pour des gens qui ont développé je dirais, un certain niveau de conscience, c'est une bonne période parce qu'elle ouais. permet de se poser des vraies questions sur le Mm. sens, l'utilité de ce que nous faisons au quotidien, l'utilité et le sens de notre société. C'est Et clair. je trouve que ça interroge énormément par rapport à ces sujets qui sont essentiels aujourd'hui, puisqu'il y a une vraie urgence qui est cette urgence climatique et on a absolument besoin d'y répondre. Mais pas d'y répondre dans le stress, l'angoisse, en se disant, oulala, on va tous mourir, allons tous créer nos petits éco-villages autonomes et disparaissons dans la nature. Mais comment est-ce qu'on peut refaire tous société de manière intelligente, mais avec une intelligence reliée au cœur? Pour moi, ça, Tout à fait. c'est la clé. Mais oui, c'est clair. Mais, et puis enfin, je veux dire, là, on n'a pas d'excuses, tu vois. Dans l'année, on peut dire, bon, voilà, c'est métro, boulot, dodo, j'ai pas le temps de philosopher, de me poser des questions existentielles. Mais là, très clairement, depuis 1 mois et demi, on a le temps, tu vois. Clairement. Alors, on a le temps, oui et non. C'est-à-dire que moi, puisque j'ai pas mal de parents d'élèves, on a 92 élèves chez nous. Donc, ça fait le double de parents. Je vois plusieurs tendances se dessiner. Je vois des parents je vois des enfants, puisqu'on est en lien avec les enfants surtout, qui me disent oh, je suis tellement content parce que j'ai jamais autant passé de temps de ma vie avec mes parents. Ouais, bah oui. Je trouve ça génial de me dire ah, c'est super que le lien se recrée comme ça, c'est magique. Mhm. Et je vois des parents qui, du coup, parce qu'il y a ce lien qui se recrée avec leurs enfants, retrouvent ce questionnement sur le sens, sur l'utilité, Ouais. qu'ils avaient un peu mis de côté dans cette course métro boulot dodo, comme tu le disais. Donc, je vois ça beaucoup, que j'ai pu voir dans le passé quand j'étais en entreprise avec des femmes, par exemple, qui s'apprêtaient à devenir maman. Il y avait ce Mhm. même questionnement au moment de devenir parent. C'est marrant. Sauf que là, c'est comme si, par le confinement, nous redevenons vraiment des parents. Nous nous occupons à 100% de nos enfants. Mhm. Et ben là, on est sollicité aussi pour se poser la question de l'utilité, de notre rôle dans la société, du sens qu'on y met. Et puis, je vois à l'opposé de ça des parents qui déjà étaient débordés, qui déjà étaient aspirés Ah ouais. dans une vie de fou et qui continuent de l'être Ah oui. et qui n'ont pas du tout pris de recul, c'est-à-dire qu'ils sont la tête rivée Ok. sur leur écran, stressés, etc. Et pour Mhm. qui, pour l'instant, je dirais, le nouveau paradigme n'a pas encore montré le bout de son nez. Mais je ne désespère pas, ça peut changer. Mais oui, parce que moi, je dis qu'il y a des graines, en fait, quand même, qui sont en train de semer, tu vois. Enfin, moi, j'ai plein d'exemples. L'exemple le plus récent, là, en ce moment, et je suis moi-même le premier surpris, en fait, quelque part, c'est la mise en ligne gratuite du film C'est quoi le bonheur pour vous depuis le 20 mars. Comme je disais tout à l'heure, il y a 745 000 personnes qui ont vu le film. C'est énorme. J'aurais fait ça en 2003, je pense qu'il y aurait quelques milliers de personnes, c'est tout, qui auraient vu le film, tu vois. Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose de très rassurant, c'est qu'il y a quand même une partie de la population quand même qui prend le temps peut-être d'aller chercher de l'information positive, de se renseigner, parce que là, en ce moment, tous ces acteurs, tu sais, qui sont dans un cheminement, on va dire, positif, ils sont tous en train de se mobiliser avec des lives, avec des articles à tout va, avec toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser là en ce moment à travers le web, mais il y a vraiment toute cette communauté et de l'ordre mondialement, en fait, qui est en train de se mobiliser. Donc moi, je me dis qu'il y a quand même des graines qui sont semées sur ces personnes, comme tu dis, bah, qui sont quand même un peu stressées. Je pense qu'il y a quand même une graine qui a été, tu vois, qui est encore là, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est de créer une masse critique et qu'à partir du moment où on atteint une masse critique, alors le système entier peut basculer. Donc cette masse critique, elle est très importante au niveau de la conscience et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui y aident en ce moment. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le confinement, c'est que beaucoup de gens ont retrouvé leur créativité. Ouais, On voit de ces choses, de ces perles passer, c'est juste génial, ça fait plaisir à voir, c'est beau. Et je dis ça sans arrêt à mes élèves, nous sommes faits pour ça, nous sommes faits pour créer, on n'est pas faits pour exécuter, on n'est pas des exécutants, on est vraiment fait pour créer et pour créer le plus possible au service d'un monde meilleur, le plus possible au service de la planète. Après, il y a cette part de moi qui aspire clairement à un monde meilleur, à faire ça dans la joie, dans l'élan, dans la bonne humeur. Et il y a une part de moi qui quand même continue d'être inquiète par rapport au timing. C'est-à-dire que je trouve qu'on a un enjeu qui est tellement énorme et tellement peu de temps pour inverser la vapeur. Moi, j'ai un peu suivi les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. ouais. J'ai adoré
que cette Convention citoyenne pour le climat existe. Donc, c'est 150 personnes qui ont été tirées au sort pour représenter la France. Et donc, ils représentent la France du point de vue de leur métier, du point de vue de leur éducation, du point de vue de leurs revenus. Donc, c'est une mini-France à qui on a présenté tous les enjeux climatiques pendant plusieurs week-ends et que le gouvernement et même le président a chargé de créer des propositions pour répondre à l'enjeu du changement climatique, mais dans une justice sociale, ce que je trouve hyper important, c'est-à-dire qu'il y ait les deux. Et donc, je trouve que ce sont des gens qu'on aurait besoin en ce moment d'écouter, parce qu'ils ont, du coup, ils ont préféré avancer leurs résultats et donner leur délibération avant, voyant que la crise, à cause de ce que nous traversons là, était importante et qu'ils avaient déjà des solutions. Et donc, je vous invite vraiment, enfin, tous ceux qui nous écoutent, à aller voir ce qui a produit la Convention citoyenne pour le climat. Je trouve que c'est très inspirant et j'aimerais que ce soit suivi massivement parce qu'on va avoir besoin d'un vrai changement. Et quand je dis que, bon, parfois, je suis un peu désespérée, le fait que on ait soutenu Air France à hauteur de 7 milliards d'euros, mais sans la sortir d'exigences du point de vue de l'écologie ou de la justice sociale, pour moi, c'est une aberration. On devrait maintenant avoir un niveau d'exigence parce que, en fait, finalement, ce confinement, il nous fait quoi? Il nous arrête en plein, on allait tout droit vers le mur. Et donc, je trouve formidable qu'on soit absolument à l'arrêt. Et au lieu d'être à l'arrêt, arrêtons de se dire on va appuyer sur le champignon 2 fois plus vite quand on va déconfiner. Non, changeons de direction. Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, tu sais, pour aller dans ce sens-là, je ne sais pas si tu as reçu ce mail, mais si tu ne l'as pas reçu, je vais te le transférer. J'ai l'UNESCO qui m'a contacté. Ils sont en train de mener une réflexion parce que, en gros, ils se disent, c'est à peu près les mêmes réflexions nous autour de l'éducation. Ils sont en train de se dire qu'il faut vraiment qu'on change les choses. Et donc, ils sont en train de préparer tout un texte qu'ils vont soumettre, justement. Et donc, ils sont en train de solliciter différents acteurs pour leur donner des idées, en fait. Et je pense que tu aurais des idées aussi, notamment à leur transmettre. Donc, je te forwarderai l'email. Avec grand plaisir. Ouais. Mais pour moi, c'est une super nouvelle, tu vois, qui s'y intéressent et qui soumettent au moins un texte. C'est clair. C'est clair. Et après, je me dis, on a vraiment dans l'éducation, il y a un rôle énorme à jouer pour tout de suite changer la donne, pour que les jeunes, les enfants qui sont formés aujourd'hui se disent pas vite, je sors de mes études pour à nouveau faire carrière, gagner plein d'argent, avoir un statut social, mais se disent, ok, quel est mon projet de vie, quel sens je veux donner à ma vie, et comment je peux avoir des revenus, bien sûr, en faisant un métier qui me plaît et qui ait du sens. Exactement, ouais. C'est déterminer ses besoins et peut-être aussi c'est répondre à la question c'est quoi le bonheur pour moi. Exactement. Mais tu voulais aussi, parce qu'on a papoté un petit peu en amont et on a évoqué aussi l'après, on se questionnait sur l'après-confinement, comment tout ça va se passer. Est-ce que tu as un point de vue, toi, là-dessus? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'aimerais vraiment que chacun… Enfin, pour moi, on a tous un rôle à jouer dans l'après. Et c'est pour ça que la masse critique, c'est important, la prise de conscience, c'est important, mais c'est aussi important l'action, c'est-à-dire que une fois le confinement passé, on se dise pas c'était super, c'était des bien belles idées, mais en même temps, maintenant, revenons au bien réel, au bien concret. En fait, ce à quoi nous pensons tous en ce moment, cette recherche de sens, c'est du bien réel, c'est du bien concret. Et donc, moi, j'invite vraiment tout le monde à voir dans un plan d'action, en fait, comment concrètement je peux me réorienter pour un mieux. Et je parlais du leadership éthique pour avoir suivi les cursus et les formations en leadership éthique. Ça, c'est par exemple une super ressource pour les gens qui sont dans des organisations, dans des entreprises et qui s'interrogent sur le sens. C'est une super ressource pour se réorienter et créer, voir comment créer de la valeur, mais de la valeur humaniste autour de soi. Oui, mais alors cette formation, elle ne s'adresse pas forcément à un citoyen qui est salarié lambda dans une entreprise aussi? Si, ça s'adresse à tout le monde. Moi, je connais des enseignants qui l'ont fait, comme je connais des dirigeants d'entreprise. Ça s'adresse à tout le monde. On n'a pas besoin d'être cadre pour participer. Et justement, parce que leadership, ça ne veut pas dire leadership au sens ancien de celui qui va dominer. Leadership, c'est plutôt au sens de celui qui va défricher des nouveaux secteurs, enfin des secteurs, et essayer de voir comment on les réoriente vraiment au service de la vie. Donc c'est plutôt ça. Et nous, on part du principe dans le leadership éthique que tout le monde peut devenir un leader éthique. Tout le monde a ça potentiellement en lui, bien sûr. C'est clair, mais tu sais que, là je dis c'est évident à l'heure d'aujourd'hui, mais je me rappelle en 2003 quand j'ai créé mon entreprise, je peux dire que je me sentais vraiment seul.
J'ai même hésité en fait à continuer en me disant mais c'est pas possible le monde des chefs d'entreprise ça peut pas être comme ça. Enfin, tous les patrons quand même ne sont pas comme ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça que ça m'a amené à créer un réseau parce qu'en fait je me sentais isolé dans mes réflexions et dans mes valeurs en fait. Et je me suis aperçu que non en fait on était quand même des centaines de milliers à essayer d'avancer dans cette direction. Et ça, c'est un super bon réflexe parce que je pense qu'on a besoin effectivement d'être en réseau et après, toujours tout en étant en réseau, garder la vision globale. C'est-à-dire que ça nous soutient énormément de sentir que d'autres ressentent ce que nous ressentons, se disent que mais oui, c'est ça qui est juste, mais oui, c'est ça qu'il faut et en même temps garder la vision globale que dans le monde, ce niveau de conscience-là, tout le monde ne l'a pas encore nécessairement. Et que quelquefois aussi, certains ont même, je dirais, trop de bénéfices secondaires à ce que la situation perdure. La situation actuelle qui n'est pas forcément favorable à la vie sur Terre et aux êtres humains perdure, hélas. Bon. Tu peux nous parler un petit peu de ton livre ? Alors, mon livre, j'ai eu la chance de le faire avec Robert Laffont et l'idée, c'est vraiment à la fois de partager mon cheminement personnel. Donc, j'ai une première partie où je parle de ce que j'ai vécu dans mon parcours personnel en me disant que chacun se retrouvera là-dedans. Donc, j'ai souvent des témoignages de lecteurs qui disent « Oh là là, ça m'a tellement touchée, je me suis retrouvée dans vos questionnements, dans vos tâtonnements, parce que j'y suis très honnête, c'est-à-dire je livre aussi les moments durs, parce que t'en as partagé un tout à l'heure où tu te sentais tout seul en 2003. Moi, punaise, j'en ai eu des moments pas faciles en entreprise où je me disais mais il n'y a que moi qui est comme ça et donc je partage ce parcours et je pense que ça peut vraiment réconforter beaucoup de se dire ah bah oui en fait on n'est pas tout seul et elle a vécu ça. Et puis ensuite je donne beaucoup de clés avec toujours illustrées par des exemples très concrets, donc toujours illustrés par des exemples d'enfants, de changements, de manière à ce que chacun puisse se dire ah mais oui je peux m'approprier ça, c'est facile, je comprends ce que ça veut dire. Et je vais donner juste un exemple concret. Nous, on parle du plein potentiel des enfants. Quand j'ai démarré l'école, pour moi, c'était hyper important de leur parler justement du fait qu'ils avaient un plein potentiel. Mais j'allais démarrer avec des enfants de maternelle, je me disais, mais je peux pas leur dire, tu as un plein potentiel. Ils vont me dire, mais de quoi elle me parle? C'est hyper abstrait. Donc, j'ai dit, nous avons tous un grand trésor à l'intérieur. Et alors ça a immédiatement résonné avec les enfants. Donc ça, déjà, pour tous les parents qui nous écoutent, pouvoir dire à vos enfants, vous avez un grand trésor à l'intérieur de vous, c'est un vrai cadeau. Et je connais pas d'enfants qui aient mal reçu ça. Au contraire, pour eux, c'était même souvent une certitude. Quand il y avait une bonne image d'eux-mêmes, c'était une évidence. Et puis, j'ai voulu aussi assez rapidement introduire la dimension d'ego négatif que nous avons tous et qui est pas évidente. Et cet ego négatif, ce sont mes élèves qui sont arrivés avec cette idée. Ils ont dit, mais Caroline, en fait, ce que tu nous dis là quand tu nous parles de ça, mais c'est notre crocodile. J'ai dit, ah, mais c'est génial, mais c'est super cette idée du crocodile. Et donc, on a gardé cette image du crocodile. Donc, ce qui est génial, c'est que nous avons un crocodile, mais nous ne sommes pas notre crocodile. Et donc, ça, c'est formidable et ça a été un super outil. Et donc, on en parle beaucoup, évidemment, aux enfants qui se sont appropriés tout ce vocabulaire et aux parents. Et je fais toujours ce petit rappel et cette mise en garde aux parents. Attention, pour une mention du crocodile de l'enfant, parlez bien au moins 3 fois du grand trésor de l'enfant, sinon ça ne va pas le faire. Donc, c'est hyper important de surtout valoriser, reconnaître les qualités. Et donc, quelque chose qu'on a mis en place à l'école qui est un vrai cadeau et que j'ai appris dans le leadership éthique, justement, c'est le fait d'avoir des cahiers de réussite. Donc, tous nos élèves ont un cahier de réussite personnel dans lequel ils notent toutes les semaines une réussite ou plusieurs. Ils font un dessin. Et ce qui est génial, c'est qu'ils vont noter des réussites, à la fois des réussites personnelles, mais ça peut être aussi des réussites dans les apprentissages. C'est pas nécessairement académique. C'est ouvert à tout. Donc, en maternelle, tu peux avoir un petit loulou de première année de maternelle qui t'explique qu'il est hyper heureux parce que il a réussi à dormir sans couche la nuit, par exemple. Ou alors, un peu plus tard, un plus grand de grande section de maternelle qui va te dire qu'il est hyper content parce qu'il roule sans ses petites roulettes du vélo. Mais alors, encore un autre petit loulou qui va te dire j'ai réussi à lire pizza dans la rue. Donc ça, c'est en lien avec les apprentissages. Et ça, c'est génial parce que le cahier de réussite, j'ai demandé à mes élèves, mais alors racontez-moi, au bout de ces 8 années chez nous, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et ils m'ont dit, très sérieusement, tu sais, Caroline, le cahier de réussite, quand on sera plus grand, nous on sait, parce qu'on voit nos parents, on sait que c'est pas toujours facile la vie. Mais quand on aura des problèmes, on se dira, on a réussi à faire tout ça.
alors là, on va forcément y arriver. C'est énorme. C'est beau, hein? C'est énorme. Et j'ai un souvenir d'un élève merveilleux que j'aime beaucoup, 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 un élève Léonard qui était arrivé chez nous et qui manquait énormément de confiance en lui. Et quand il est parti pour le collège, je lui ai dit, alors Léonard, qu'est-ce que tu vas retenir d'ici? Et il m'a dit, moi, ce que je vais retenir d'ici, c'est le cahier de réussite, tu sais, parce qu'avant, dans mon autre école, il n'y en avait pas. Et moi, j'avais tellement pas confiance en moi, et ben le cahier de réussite, ça m'a redonné confiance en moi, tu sais. Et je sais qu'il n'y aura pas dans ma nouvelle école, au collège, il n'y aura pas, mais je vais le faire moi, à ma maison, je vais continuer. J'avais trouvé ça hyper touchant, vraiment hyper touchant. Peut-être que tu pourrais rajouter un peu de lumière chez toi. Ah, j'y vais. Attends, hop. Pour voir si. C'est mieux là? Ouais, carrément. Super. Je parlais de réseau. Moi, j'avais créé donc du coup un réseau et je me dis que j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il manque de réseautage entre les écoles, justement. Oui. On est d'accord? Ouais, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Okay. Alors, on avait essayé de faire ça avec le printemps de l'éducation. Ouais. Mais le printemps, ça pas. Moi, j'étais au conseil d'administration du printemps pendant 10 ans et ça a pas à l'époque décollé comme on l'aurait souhaité. Mais il y avait une belle adhésion, une belle vision. Et bon, après, moi, c'est pas mon projet de vie. J'ai pas le temps de me consacrer à ça. Mais je pense qu'il y a effectivement la place, soit pour redonner de la vie au printemps, soit faire émerger un nouvel acteur qui regrouperait. Après, la difficulté en France, souvent, c'est que il y avait dans le passé des querelles un peu de chapelle. Moi, je suis Montessori, alors je suis comme ça. Nous, on n'est pas montessorien. On utilise un peu de matériel Montessori en maternelle, mais pas à la façon Montessori, donc on a vraiment notre spécificité à nous. Steiner va dire, nous on est Steiner, et c'était difficile de faire en sorte que les gens se parlent. Et quand j'étais au printemps de l'éducation, Antonella Verdiani avait réussi ce pari improbable, incroyable, de nous faire pondre un texte qui s'appelle Ce qui nous réunit, que j'avais trouvé être un texte magnifique, parce qu'il y avait des représentants quasiment de tous les courants, et on avait réussi à dire un texte qui n'était pas le plus petit dénominateur commun. C'était pas ça. C'est un texte vraiment inspirant, vraiment beau, qui dit que chaque être humain a un potentiel immense, qui parle du sens, qui parle de la contribution à la planète. Et j'ai trouvé qu'on avait réussi, ça avait pris plusieurs week-ends, mais vraiment à dire quelque chose qui en valait la peine. Donc, il faut ce genre d'énergie pour en France sortir un peu des querelles de chapelle Mais je pense que c'est mûr maintenant. C'est vraiment mûr. Nous, en tout cas, on a créé il y a longtemps maintenant. Je crois il y a 5 ans, on a créé une carte, tu sais, ce qu'on a appelé la carte des écoles alternatives, je crois. Donc, en gros, c'est une carte, c'est une Google Map qui répertorie les écoles alternatives et nouvelles en France et d'ailleurs aussi en Belgique, en Suisse, en Canada, je crois, un truc comme ça. Oh, super. Ouais. Et en fait, c'est des écoles qui font la démarche maintenant, en fait, de nous demander d'être répertoriés. À l'époque, on avait fait tout un repérage sur le web pour voir en fait qui était qui, où était où. Mais pour moi, ce qui manque, je me dis, c'est bien, en fait, cette carte existe, c'est très bien, mais j'ai pas l'impression que les écoles communiquent entre elles. Tu vois? C'est rare. Et en fait, il y a une raison à ça, c'est que souvent, quand tu te retrouves dans l'école, tu te retrouves un peu au four, au moulin. Les premières années, en fait, avant de créer l'école, tu fais très souvent ce que tu fais là et ce que tu vas continuer de faire puisque tu as le festival, etc. Mais c'est d'aller chercher tout ce qui se fait à l'extérieur. Donc, il y a une très belle ouverture qui se crée. Et puis après, au moment de la création de l'école, il y a une sorte de tunnel fou où tu te retrouves à la tête dans le guidon, un peu à pédaler. Et puis, à un moment, à nouveau, il y a une forme de maturité. Donc, nous, on a 13 ans, donc on revit un peu ça à nouveau, où ça se réouvre à nouveau vers l'extérieur. Et puis, nous, on a toujours eu ça parce que notre objectif, c'était pas d'apporter de la joie et du bonheur qu'à un tout petit nombre d'enfants qu'on accueillerait, c'était vraiment d'essaimer au maximum et d'éduquer et d'apporter des repères, de former. Donc, on a toujours eu ça dans nos gènes. Maintenant, je trouve que les directeurs d'écoles alternatives, souvent, se retrouvent un peu la tête dans le guidon et donc la communication avec les voisins est difficile parce que parce que le modèle économique fait que on est dans la classe, on est aussi à l'administratif. Enfin, c'est pas très évident. Donc, c'est vrai qu'il faut, et je pense que du coup, il faut concevoir un réseau qui nourrisse et qu'on nourrisse, c'est-à-dire que ce soit vraiment mutuel et que ce soit équilibré.
C'est clair, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je vois que le temps y passe. Est-ce que tu as des livres, par exemple, à recommander aux gens qui nous écoutent ou nous regardent? Écoute, alors pas forcément sur le thème de l'éducation, mais moi Ouais. j'aimerais recommander un livre qui est le livre de la créatrice du leadership éthique, qui s'appelle Edel Goethe. Donc ça s'écrit E-D-E-L et Goethe G-O-T. Okay. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Now or Never. Donc ça a l'air anglais comme ça, mais l'urgence d'agir. Okay. Elle l'a écrit il y a certain temps maintenant. Donc, elle était bien consciente de l'urgence d'agir avant qu'on en arrive aux extrêmes où on est aujourd'hui. Okay. Et donc, elle explique le leadership éthique. Elle donne, et c'est un livre qui parle à tout le monde. Après, c'est pas un livre qu'on lit comme un roman parce que c'est assez dense. Ça fait réfléchir. Mais c'est un livre très profond, très beau, avec des chapitres sur l'éducation, sur le regard des enfants, sur les générations futures, enfin, sur l'art, le sport, enfin, tous les thèmes sont abordés. Je trouve ce livre très beau. Après, un deuxième livre que je recommanderais volontiers, c'est le livre de mon ami Nicolas Métro, qui est le fondateur de Kinomé. J'ai parlé tout à l'heure rapidement de Kinomé, qui nous emmène planter des arbres et qui fait de la reforestation partout dans le monde. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qui te ferait danser de joie ?» Ah, génial. J'adore ce titre. Et donc, c'est plutôt un livre pour accompagner les gens qui se posent des questions sur leur métier, sur le sens de leur vie, sur leur activité. Et il les guide pas par pas avec des questions, avec des très beaux dessins de Francis Allais, parce qu'il utilise énormément de métaphores sur la nature. Et donc voilà, ça c'est un livre très inspirant pour ceux qui se posent des questions sur leur orientation professionnelle. Voilà, donc ça c'est 2 bouquins que je recommanderais avec joie. Cool. Et un film? Ah, un film. Ah bah si, alors tu sais, dernièrement j'ai fait un petit post sur internet en parlant d'un film de ma jeunesse, même si je suis toujours jeune. C'est Groundhog Day, donc ça doit s'appeler Un jour sans fin. C'est une comédie américaine comme on les aime, avec Bill Murray, avec Andy McDowell, et l'histoire c'est un présentateur de météo qui doit couvrir le jour de la marmotte dans le nord. Et qui se retrouve piégé tous les jours dans le même jour. Et en fait, j'ai pensé à ce film à cause du confinement. Parce que, enfin, j'ai pas pensé, non, c'est mon conjoint qui y a pensé et qui m'a dit « Ah, écoute, on a l'impression que c'est le confinement. » Et je me suis dit « Mais c'est génial !» comme métaphore, parce que ce qui fait que Bill Murray va sortir de ce délire du jour qui se prolonge à chaque fois, c'est qu'il va au fur et à mesure ouvrir son cœur. Parce qu'au départ, il est clairement dans un ego négatif de suffisance, de supériorité, de casse, et il est terrible. Et au fur et à mesure qu'il ouvre son cœur, il se rend compte que ça le nourrit, que ça nourrit les autres, que ça fait du bien. Et du coup, il apprend à devenir une meilleure version de lui-même. Et quand vraiment c'est ça, alors ça s'arrête. C'est-à-dire qu'alors ça devient le nouveau jour. Et donc ça, c'est vraiment un film que je recommande parce que je trouve qu'il est d'actualité par rapport à ce qu'on vit et qui nous montre qu'on a tous le potentiel de devenir des meilleures versions de nous-mêmes. C'est vrai. Et tu me donnes envie de le revoir, tu vois. Parce que mais c'était trop drôle. Ouais, il est super ce film. Ah, merci de nous le rappeler. Et alors, comment on fait pour te contacter pour les gens qui seraient intéressés par Living School, pour, je sais pas, tes livres ou autre? On te trouve où sur Facebook? Alors, on me trouve sur Facebook. Après, je réponds pas toujours hyper, mais on me trouve pas, sinon par internet, par email, en fait, à caroline.sost, S-O-S-T, @livingschool, le nom de l'école.fr. Ok, parfait. Et si jamais les gens n'ont pas eu le temps de noter, ils peuvent tout simplement écrire à info@livingschool.fr, ça me reviendra aussi. Mais avec plaisir pour échanger. Et sur Facebook, je dois avouer que je réponds pas au quart de tour, donc pas s'inquiéter, mais je réponds. Ça marche. Merci beaucoup, Caroline. Avec grand plaisir. Merci, Julien, pour cette invitation. Bravo pour ce que tu fais. C'est génial. Avec grand plaisir. Et merci à tous. Je te dis à bientôt. Nous, on se verra au congrès à Paris. Avec grand plaisir. Je me réjouis. Bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao. Et voilà les amis, c'était Caroline Sost, donc vous avez retenu pour la contacter. Je pense que le plus simple, c'est peut-être d'aller sur son site internet. À mon avis, vous tapez Living School, vous allez tomber sur le site de l'école. Il y a forcément une rubrique contact. Ou sinon, vous mettez le replay de la vidéo qui est en ligne sur la page Facebook et vous aurez son adresse email. Voilà, donc que vous dire de plus que… Alors la semaine prochaine, il y a d'autres lives, évidemment. Mardi, je reçois ma chère et tendre compagne,
sur la page Facebook Néo Bien-être. Alors, elle s'appelle Aline Claret, elle est naturopathe et hypnothérapeute. Et donc, on va parler de cette période de confinement, notamment d'alimentation, de naturopathie, de cette approche holistique, en fait, que représente la naturopathie. Mercredi, ce sera Candice Marot qui apporte la méditation au sein des écoles et au sein de l'éducation nationale. Jeudi, je reçois Christine Lewicki, qui est la fameuse auteure du livre à succès J'arrête de râler, le best-seller qui a été vendu à 300 000 exemplaires. Et ça sera sur la page Facebook Néo Bien-être aussi, mais je vous le rappellerai si vous suivez à travers les réseaux. Et puis dimanche prochain, ce sera Nathalie Leslin qui a créé Cocolingua, qui est une approche très intéressante pour apprendre les langues. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Bye bye.